Ah, euh, donc Jérôme, qui est un peu loin à Miami pour le Art Basel, va quand même dire quelques mots pour cette discussion, ou peut-être pas une discussion d'ailleurs, une dispute. Et je lui laisse la parole. Tout petit peu plus proche. Jérôme, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous entends assez faiblement, mais j'espère que vous m'entendez. Très bien. Très bien. On t'entend très bien. Voilà, je suis effectivement à l'étranger. Je suis vraiment triste de ne pas être avec vous. Je ne vous cache pas que ça me fait très bizarre d'être derrière un ordinateur à 7000 km avec un décalage horaire de 6 heures pour m'adresser à vous. Mais je tenais absolument à pouvoir assister d'une façon ou d'une autre à cette rencontre dont je suis très heureux et même fier avec ces trois personnalités intellectuelles, littéraires, artistiques de premier plan. Je pense à Sophie, évidemment, Vinciane Després, Jean-Christophe Bailly. Ce sont des personnalités que vous connaissez. Je pense que c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes ce soir à la galerie. Vous connaissez en revanche peut-être moins les raisons pour lesquelles ils sont là au cœur de cette exposition de Sophie, qui est une exposition très radicale. Vous la voyez aujourd'hui dans des conditions un peu particulières de fait de l'accueil donc de cette assemblée. Donc certaines œuvres ont été déplacées du fait de leur fragilité, mais je vais vous raconter un petit peu aussi l'historique, la genèse de cette exposition qui explique la genèse de cette rencontre ce soir. Jean-Christophe Bailly donc est un philosophe, écrivain, poète, dont un ouvrage vient d'être republié, Le Versant animal, que vous trouvez à l'entrée de la galerie. Cette rencontre sera d'ailleurs suivie d'une signature, donc je pense que l'équipe de la galerie a dû vous en informer à l'entrée. Donc il y aura un petit moment comme ça d'échange avec Jean-Christophe et Vinciane Després, philosophe également, dont nous présentons là deux ouvrages qui sont des ouvrages récents, Habiter en oiseau et Les morts à l'œuvre, que vous pourrez donc faire signer à la fin de cette rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons discuter, enfin eux vont discuter surtout, de non pas seulement de l'œuvre de Sophie, mais à partir de l'œuvre de Sophie, et notamment de l'œuvre qui se révèle dans cette exposition What the Fuck. Jean-Christophe et Vinciane ont des connaissances de l'œuvre de Sophie qui sont différentes, et c'est ça qui va donner, je crois, tout l'intérêt de cette rencontre. Jean-Christophe Bailly connaît le travail de Sophie depuis très longtemps et a écrit sur son travail dès les années 80. Vous me corrigerez si je suis imprécis, mais je sais que Jean-Christophe, vous avez notamment écrit sur la série Beyrouth de Sophie, donc qui date du début des années 80. Et quant à vous, Vinciane, vous connaissez évidemment Sophie personnellement et son travail. Je crois que vous avez découvert en préparant cette rencontre l'amplitude de l'œuvre au cours des 40 dernières années. Et je crois que de ce fait, l'un et l'autre, vous avez une perception peut-être différente de l'apparition de la figure animale au sein d'un travail essentiellement connu pour sa représentation du paysage. Un historien de l'art, Thomas Schlesser, qui fera une intervention au mois de janvier sur l'exposition de Sophie, la euh, considère comme étant une peintre d'histoire. Et c'est vrai que c'est beaucoup à travers le genre du paysage que s'exprime cette peinture chez Sophie, qui est une peinture à partir d'un médium photographique, mais dont elle va étirer la temporalité vraiment pour l'inscrire dans une temporalité picturale. Donc je pense que cette apparition de l'animal, qui est assez inattendue et surprenante, sauf pour peut-être quelques-uns qui avaient repéré quelques indices dans le travail plus ancien de Sophie, et notamment la couverture de son catalogue de l'exposition on va dire rétrospective, Mid-Career Survey, que tu as eu, Sophie, en 2001 au musée de Boston. La couverture de ce catalogue, que vous trouvez aussi à la librairie, est déjà un animal. C'est un petit marcassin dont on a une image qui est encadrée derrière le comptoir qui vous a accueilli tout à l'heure. Image qui d'ailleurs est publiée, éditée par la Calcographie du Louvre. Je crois que c'est d'ailleurs des estampes les plus vendues à la Calcographie du Louvre, mais où déjà l'animal était présent. Lorsque nous avons préparé cette exposition avec Sophie, pour vous dire quand même quelques mots de ce dispositif, c'était il y a quelques mois évidemment. Ce qui était assez marquant, c'est que Sophie a d'abord commencé par avoir un titre. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a annoncé. Je ne sais pas jusqu'à quel point, et ce serait peut-être intéressant que Sophie puisse s'exprimer aussi, même si elle n'aime pas trop la parole publique.
mais sur la jeunesse de cette exposition. Mais moi, ça a commencé par ce titre, dont j'ai pensé qu'il serait un nom de code qui tomberait rapidement, donc What the fuck. Eh bien non, il est écrit en grosses lettres capitales à l'entrée d'exposition. C'est un statement, comme on dit, qui a tenu toute la conception de l'exposition. Après quoi est arrivée donc la figure animale, Sophie me proposant d'exposer 5 photographies d'animaux noirs et blancs dans l'exposition. Et petit à petit, on a imaginé comment ces photographies seraient exposées. Est venue à l'idée que les seuls animaux auraient droit à l'honneur des cimaises, si tant est que ce soit un honneur d'être sur les cimaises d'un espace d'exposition, et que le reste de l'œuvre serait posé au sol, et qu'il y avait un mouvement, en fait, une forme de d'art en grève qui était exprimé dans l'exaspération du titre What the fuck, qui se trouverait sa forme dans des œuvres qui, malgré leur valeur, hein, je parle d'une valeur matérielle, artistique, sont posées au sol, sont des œuvres qui sont très fragiles la plupart du temps, et donc c'est un acte très fort. Je pense que même si le mot de radicalité est souvent galvaudé, je crois qu'on peut l'utiliser dans le parti pris de Sophie de mettre au sol des photographies quittant l'autorité du mur et laissant l'autorité du mur uniquement à ces animaux. Vous reviendrez peut-être, je l'espère, dans l'exposition lorsqu'il n'y aura pas de chaise. Et la familiarité de l'exposition rend encore plus présente ces animaux. Et j'ai souvent l'impression, lorsque je suis dans la galerie, d'une arche de Noé, avec voilà, des espèces qui seraient isolées, présentes dans cette exposition, dominant les désastres de la guerre, comme on pourrait, en citant Goya, que Sophie représente. Euh, donc je tiens à remercier nos intervenants, donc notamment Vinciane Després qui a un emploi du temps particulièrement chargé cette semaine. Donc merci infiniment Vinciane de vous être rendue disponible à la fois cette semaine où il y a un séminaire qui est actuellement organisé à Sciences Po à la mémoire de Bruno Latour, qui est une des autres figures intellectuelles qui s'est beaucoup nourrie du travail de Sophie. Je crois qu'il y avait une amitié entre vous et très souvent Bruno s'est appuyé sur l'œuvre de Sophie dans les expositions qu'il a pu présenter au ZKM. Je pense à la dernière qui s'intitule The Critical Zones, où la série The Sunset Years était assez nodale et faisait d'ailleurs la couverture du catalogue. Donc, Vinciane, vous étiez très proche de Bruno, vous êtes toujours très proche de sa pensée, et donc merci infiniment de vous être rendu disponible cette semaine, mais également de vous être rendu disponible il y a quelques semaines, lorsque Sophie vous a appelé pour vous proposer d'écrire un texte sur l'exposition. Et je sais que c'est quelque chose que vous avez pris très à cœur. Vous avez notamment lu beaucoup ce qui a été écrit sur Sophie et la parole de Sophie, notamment dans le livre d'entretien entre Sophie et Catherine Grenier, qui, je crois, vous a fait vous inscrire dans la perspective du travail de Sophie depuis les années 80, Beyrouth, tout le travail que Sophie a fait sur le terrain de l'histoire dans des zones en guerre, que ce soit en Europe centrale, en Asie centrale et évidemment au Moyen-Orient. Et donc ce texte, merci beaucoup de nous l'avoir offert. Vous pouvez le lire donc dans la feuille de salle à l'entrée de l'exposition. Euh, Jean-Christophe, merci également donc d'être avec nous. Je sais que vous aviez aussi quelques impératifs cette semaine personnels qui rendaient votre présence moins facile que d'habitude. Je suis heureux de vous accueillir à plusieurs titres. D'une part, du fait de votre connaissance donc de l'œuvre de Sophie, mais également du fait de votre connaissance et de la révélation que je vous dois de l'œuvre d'un photographe qui est montré à l'étage de la galerie, qui s'appelle Georges Chiras. J'ai effectivement imaginé, non pas une exposition, ce serait un petit peu exagéré de l'intituler ainsi, mais un accrochage de plusieurs artistes au premier étage de la galerie. J'espère que vous avez pu y aller, sinon après cette rencontre, je vous invite à monter pour voir des œuvres de Dario Villalba, d'Ita Yoda, de Andro Eradze, que Julia Marchand nous a recommandé d'exposer à l'étage. Euh, et, euh, et, surtout, en fait, des œuvres de Georges Chiras, qui est un photographe dont peut-être vous nous parlerez, Jean-Christophe, américain, qui est un peu considéré comme le père de la wildlife photography, qui, à la fin du 19e siècle, a percé la nuit, puisqu'il a fait pour la première fois des photographies dans des conditions très archaïques de prise de vue, donc au milieu de la forêt du Michigan, où il a pu faire des photographies nocturnes d'animaux sauvages qui ne sont pas du tout photographiés dans leur intimité. Le dispositif
technique ne le permettait pas, puisque Georges Chiras a réalisé ses photographies avec des lampes au magnésium, donc qui sidéraient les animaux, qui étaient tout à fait conscients. Je ne sais pas s'ils étaient conscients qu'ils étaient pris en photo, mais en tout cas, il y avait tout un stratagème qui consistait à capter leur attention et donc les faire presque poser malgré eux et être révélés par le flash très puissant, une espèce de feu d'artifice, donc dans la nuit du Michigan. Donc on a exceptionnellement, c'est vraiment une chose qui est très rare, 5 tirages vintage qui sont exposés à l'étage. Je remercie Jérôme Prochian, qui est peut-être parmi nous ce soir, collectionneur de photographies, qui vient de faire une donation très généreuse à la Bibliothèque nationale de France de sa collection, avec à peu près 500 photographies, parmi lesquelles 2 tirages de 1895 ou 1898 de Georges Chiras qui sont montrés à l'étage. Et nous avons 3 autres tirages. Donc ce sont tous des tirages de cervidés, des biches ou des cerfs. Voilà. Et dont Jean-Christophe, vous pourrez nous parler, car vous avez fait un ouvrage qui m'a révélé l'existence de ce travail, qui s'intitule La nuit intérieure, publié à l'occasion de l'exposition que le musée de la nature et de la chasse avait consacrée à Georges Chiras il y a quelques années. Voilà. Et vous en avez fait d'ailleurs, je crois, la couverture de la réédition du livre sur le versant animal. Voilà, je ne tiens pas à prendre plus de temps parce que je voudrais vraiment laisser ce temps à nos invités, donc Vinciane et Jean-Christophe. Vinciane, peut-être je vous passe la parole la première pour nous dire comment vous avez perçu l'irruption comme ça de la figure animale dans le travail de Sophie. Évidemment, on a pensé à vous pour ce texte du fait de vos travaux sur la façon, sur la figure animale, mais également sur la question de la mémoire. Nous présentons donc à l'entrée votre dernier ouvrage, enfin, un des derniers ouvrages, Les morts à l'œuvre. Ce travail sur la mémoire et sur la façon dont l'absence peut marquer la présence des autres me semble également être très en écho avec le travail de Sophie sur la question de la marque, de la cicatrice, du stigmate. Voilà, donc je vous passe la parole, Vinciane. Je vous remercie encore énormément. Et je reste derrière mon ordinateur pour vous écouter autant que je le peux. Bien, merci beaucoup Jérôme, et merci à Jean-Christophe de bien vouloir m'accompagner dans ce parcours un peu périlleux, puisque je n'ai pas l'habitude de parler en public des œuvres. J'ai parfois écrit sur le travail d'artiste, mais je n'ai jamais fait d'improvisation de ce type-là. Peut-être que je commencerai en effet, avant d'arriver aux animaux, par dire quelque chose de mon rapport très particulier à la manière dont je me suis étonnée moi-même. Je vais dire que moi j'ai déjà travaillé à la demande d'artistes, il y en a un ici notamment, Ugrep, pour fabriquer du texte au départ de leur travail. Et généralement, quand je fabrique du texte, j'ai peut-être une certaine tendance à ne pas bien voir. Je vais dire par là, certains me le reprocheront. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, puisque je suis pas du tout historienne de l'art, je suis pas spécialiste de l'art, je vois pas très bien. Enfin, c'est pas un problème de déficit visuel. C'est je vois pas ce qu'on devrait voir généralement. Et je mets énormément de temps à voir ce qui pourrait sauter aux yeux de n'importe quelle personne qui a l'habitude de l'histoire de l'art, qui en connaît les codes, etc. Je ne les connais pas. Et donc, c'est un peu difficile pour moi d'entrer dans une œuvre sur ce mode-là. En revanche, ce que j'arrive à faire, c'est entrer dans une œuvre et tout de suite, ça suscite chez moi des récits. C'est en général comme ça que je travaille. Je me mets au départ d'une œuvre ou d'une série d'œuvres à fabriquer un récit qui n'a parfois pas grand-chose, et on me le reproche aussi parfois, avec ce que l'artiste a voulu faire, mais et dont finalement, quand j'arrive à le retravailler, finalement, il y a plein d'intuitions qui recoupent ce que l'artiste, enfin, dans certains cas, ça recoupe des intuitions que l'artiste a mises dans son travail, et ça, je crois que c'est... alors, on appellera ça un djinn ou un inconscient. Je ne sais pas dans quelle tradition il faut situer ce genre de choses, mais où il y a à un moment donné une rencontre, mais des rencontres qui ne sont ni intentionnelles ni voulues. Or, avec le travail de Sophie, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis mis à travailler d'une manière très bizarre, qui n'est pas du tout la mienne. C'est les photos qu'elle m'a envoyées. Je me suis mise d'abord devant les photos et je me suis mise à les décrire. J'avais jamais fait ça. Et les décrire les plus soigneusement possible. Par exemple, la faille, j'ai décrit presque tous les aspects de la faille, en voyant peut-être à tort, mais des flaques
d'une ancienne pluie qui sont restés sur la route, en voyant la barrière abîmée, semble-t-il, par un accident, en voyant les arbustes qui ont soif. Et c'est à partir de cette description que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça raconte, cette faille? Qu'est-ce que ça raconte, cette route qui a créé, d'une certaine manière, qui a l'air d'être à la fois avalée par la faille, qui est à la fois une espèce de cicatrice, et qui dit aussi un état du monde qui n'est pas très joyeux. Ça, je veux dire, il y a quelque chose de très triste. C'est sombre, les arbres ont soif. On dirait que c'est vraiment par miracle qu'ils ont réchappé, d'une certaine manière, au manque de pluie. Pourtant, la pluie était là, mais elle a dû s'évaporer très vite. Et bardi, barda, voilà, je commence. Et donc, j'ai pris le soin de décrire les palmiers, les failles, etc. Et puis, je suis arrivée sur les animaux, et là, j'ai plus du tout envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui me sautait aux yeux, c'est ces animaux n'avaient rien à faire dans cette histoire. Et c'est avec ils n'ont rien à faire dans cette histoire que je devais commencer à travailler leur présence. Qu'est-ce qu'ils venaient de faire alors que visiblement... Et puis, évidemment, je parle avec Sophie, je lui pose des questions, je vais voir aussi, évidemment, ce qu'elle raconte à Catherine. Je lis le texte de Bruno. Elle livrait à Sophie, c'est ça. Hein, c'est très joli, cette histoire de la vérité, d'une certaine manière, et de ce que Bruno appelait, à la suite, je veux dire, dans son enquête sur les modes d'existence, c'est quoi la vérité ici? C'est quoi le bon régime de vérité? Et je me suis rendu compte que ces animaux, en fait, ils me sautaient aux yeux parce qu'ils étaient dans un état de solitude. C'est pas normal. Un agneau tout seul, non. Un singe tout seul dans une forêt d'Alsace, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est un macaque dans une forêt d'Alsace, sur un arbre qui tient son petit, sur un sapin déguenillé, c'est quand même un peu étonnant. Ce marcassin et cet aiglon, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et donc là, c'est parti. Je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être les seuls qui tiennent la route. Et c'est vraiment intéressant que à ce seul qui tiennent la route répond le choix de Sophie que ce seront les seuls qui tiendront le mur. Et donc, ça voulait dire quelque chose. Si ça voulait dire deux choses, d'abord, leur solitude. Moi, je me suis mise à imaginer un récit. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Peut-être qu'ils sont... peut-être que je vais faire un tout petit détour pour expliquer. Vous savez, moi, je suis toujours intéressée par la possibilité d'élargir le vocabulaire le vocabulaire que les éthologistes et les psychologues utilisent à propos des animaux. Et je vais prendre un exemple très simple qui est de Tom Van Doren. Tom Van Doren est un philosophe de l'environnement. Et à un moment donné, il avait dit quelque chose de très beau à propos d'une corneille qui cache des noix. Les psychologues cognitivistes diront on peut créditer les corneilles de la compétence cognitive, de l'anticipation et de la mémoire, etc., etc. C'est ça qu'on va chercher. Et Tom Van Doren, il va prendre un autre pli, il va dire une corneille qui cache des noix, ça veut dire qu'elle manifeste de l'espoir. L'espoir que la noix sera toujours là plus tard, et la noix que elle-même, l'espoir que elle-même sera là à la fin de la saison, au moment où il s'agira d'aller se nourrir. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est ça que nous dit Sophie? J'en sais rien, mais je me suis mise à fabuler sur cette question en me disant, est-ce que ces animaux, d'une certaine manière, tiennent la route et disent que peut-être sont-ils encore les seuls à connaître de l'espoir? Et là, j'étais partie en me disant, et en plus, c'est pas des hasards que ce soit un aiglon et pas un aigle adulte. C'est un bébé agneau. Et donc, je n'ai plus tellement prêté attention à leur solitude, mais au fait que ce sont des petits. C'est un marcassin. Et le macaque tient un bébé dans ses bras. Et je me suis dit, tiens, est-ce que Sophie est en train de nous dire que peut-être les animaux seraient aujourd'hui les seuls, d'une certaine manière, qui aient encore la possibilité de porter un peu d'espoir? Et alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Et j'en ai parlé avec Sophie, c'est j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus du nom de cette traductrice allemande, mais Jean-Christophe Bailly, qui est tellement érudit, pourra peut-être me le dire, la traductrice allemande de Dostoïevski, sur laquelle on a fait... Attends, on peut le retrouver très facilement, vous regarderez sur vos téléphones quand on aura fini. On a fait un superbe documentaire sur elle. C'est par ce documentaire que j'ai vu plusieurs fois, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des trous de mémoire sur son nom à elle, qui s'appelle La femme aux 5 éléphants. Donc, elle a traduit les 5 grandes œuvres de Dostoïevski, ce qui a donné lieu à un documentaire magnifique où on la voit comment elle travaille sa traduction, comment elle s'accompagne d'un musicien pour relire le texte afin qu'il soit musicalement beau, qu'il soit musicalement, est-ce que c'est harmonieux ou qu'il frictionne de manière musicale, parce que ce n'est pas nécessairement l'harmonie qui est souhaitée. Et à un moment donné, on la voit dans sa cuisine pendant ce documentaire, elle est en train d'éplucher un oignon. Et elle parle avec le musicien qui l'accompagne ou avec...
Et à un moment donné, elle arrive elle épluche cet oignon et elle épluche, et puis elle tombe sur le petit germe qui sort de l'oignon et elle a dit, voilà l'idée de l'oignon. Et en fait, c'est qu'elle appelle l'idée. Et j'ai trouvé que c'était, voilà, on est dans le même registre, c'est-à-dire trouver d'autres mots, parler d'un germe d'oignon qui va donner un autre oignon plus tard, en parlant d'une idée. C'est parce que le mot projet est vraiment trop marqué par le néolibéralisme que je n'ose pas l'utiliser, mais gardons l'idée de l'oignon. Voilà l'idée de l'oignon, c'est l'idée de sa propre perpétuation, de sa propre persévérance dans l'être. Et j'avais trouvé que c'était magnifique, l'idée, enfin, cette idée de donner un nom d'idée à un projet de persévérance dans l'être, un projet de transmission. Et donc, eh bien, ces petits animaux, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils conservent de l'espoir aussi, parce qu'ils répondent à l'idée. Ils répondent à une idée qu'ont eu des lignées d'animaux. Voilà. Et donc, voilà ce que pour moi les animaux sont venus faire comme type d'irruption. C'est à la fois un moment de départ de grande tristesse en les voyant, parce qu'ils étaient seuls, et que moi, cette solitude me semblait tellement difficile à accepter, en me disant, mais on décrit peut-être en effet un état du monde. Si la plupart des animaux disparaissent, c'est pas seulement parce qu'ils meurent, c'est parce qu'ils sont trop peu nombreux que pour avoir encore la possibilité de développer le cycle hormonal nécessaire à la mise je veux dire, la synchronisation des modes de reproduction. Je veux dire, à partir d'un certain seuil, c'est les écologistes de Chicago qui avaient bien montré ça, en essayant notamment de convaincre leurs collègues que la surpopulation était un problème parmi d'autres pour les animaux, mais que la sous-population était autrement gravissime, dans la mesure qu'en dessous d'un certain seuil, les animaux, c'est fini. Je veux dire, même s'il y en a quelques-uns qui survivent, il faut oublier l'idée qui a été mise en place. Je ne sais pas si Jean-Christophe, tu veux... Ou m'engueuler, ou me donner tort. Non, certainement pas. Peut-être, puisque c'est plus rigolo s'il y a un petit peu de débat, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord sur l'utilisation du mot espoir. Non pas au motif que ce serait anthropomorphique, mais c'est parce qu'il me semble que moi, ce qui m'a toujours frappé au contact, parfois dans les voyages lointains que j'ai pu faire, au contact des animaux, contact étant un mot toujours un peu exagéré, parce qu'en fait, c'est presque toujours très, très furtif, mais alors qu'on partage, et c'est déjà le mot, on n'est pas sûr qu'il soit juste, mais en tout cas, on est au même moment, dans le même lieu. Mais est-ce qu'on est dans le même temps ? Quelle que soit la longévité de l'animal, parce qu'il y a des animaux qu'on croise, dont la vie d'ailleurs, on ne le sait pas la plupart du temps. Les gens qui ont les moyens de s'offrir une langouste, ils ne savent pas qu'ils mangent quelqu'un qui a 60 ans. Ils ne le savent pas. Ils s'en foutent. Et je me suis renseigné dans un vivier de Bretagne que Sophie connaît bien, en demandant mais quel âge elle a. Ils m'ont dit ça, 60 ans. Heureusement, je n'ai pas les moyens de m'offrir ça, mais jamais j'oserais manger un vieillard. Après, on se dit, mais de quel droit je mangerais un poussin ou etc. Donc ça se complique énormément, mais en tout cas, en revenant à une considération plus sérieuse, la longévité des animaux, elle va de très peu. Les papillons, par exemple, elle est si petite qu'elle configure à quelque chose de l'éternité, d'un temps qui n'est pas du tout de l'ordre de la durée, tel que l'éprouvent les mammifères, nous et la plupart des mammifères. Mais tout le monde le sait, quand, par exemple, un animal domestique à la maison, un chat, un chien, ils ne vivent pas si longtemps. Et c'est toujours très étonnant, parce que quand un animal nous regarde, à quel moment de son temps il est, quoi. Et c'est très vertigineux. Et je me souviens que le premier texte que j'ai écrit sur les animaux, c'est il y a longtemps, il s'appelait un abîme de la pensée. Et ça partait de cette expérience que tout le monde a, j'espère, peut-être pas les obsédés de la chasse, mais qui est quand on croise le regard d'un animal. On ne peut pas le faire avec tous les animaux, il y en a avec qui c'est mieux de ne pas essayer, mais où il est. Évidemment, il est là devant moi, moi je suis là devant lui,
mais que suis-je, où suis-je, etc. Et au lieu d'en rajouter sur la tradition de l'humanisme classique occidental, ni le pauvre gars ou la pauvre fille, elle ne sait pas, elle ne comprend rien, tandis que moi je suis là. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il me dépossède, si je le regarde attentivement, il me dépossède de tout, de mon savoir, de la qualité performative de la langue, etc., parce qu'il habite autrement le monde. Et alors, si on revient entre ces murs ici, ce que je trouve remarquable, évidemment, c'est l'opposition simple, tranchée, franche, entre le monde humain qui est réduit à ce qu'il produit de vestiges et le monde animal qui habite hors de la catégorie du vestige. Donc, hors de la catégorie, disons, qui éprouve le temps. C'est pour ça que le mot espoir, ça me semble un petit peu, leur prêter un petit peu quelque chose qu'ils ont la chance de ne pas avoir. C'est-à-dire que, bien sûr que la Corneille, elle met ses trucs de côté, elle espère, j'allais dire, tu vois, elle compte bien qu'elle pourra en profiter. Et on a il y aurait beaucoup d'exemples qui pourraient être cités comme ça. Et peut-être celui dont je me souviens avec le plus de facilité, d'émotion d'une certaine façon, c'est pas lié à la nourriture, à la quête de la nourriture, qui est quand même quelque chose qui occupe énormément les animaux et les humains. Mais c'est autre chose. C'est en Afrique, donc c'était au Kenya, donc avec le peintre Gilayo. C'était une expérience pour moi tout à fait formidable. Mais c'est le soir, très régulièrement, quand on est dans la savane, on voit les éléphants par petits groupes. En général, c'est 15-20 animaux. Et de tous les âges, il y a les grands-mères qui guident, et puis les petits et tout ça. Alors, il y a tous les détails amusants et ça. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils passent devant l'horizon en file indienne, très pressés, comme s'ils étaient en retard à un rendez-vous. Et à chaque fois, on ne comprend pas. Mais où ils vont, où ils sont, quoi. Et on sent qu'il ne faut pas les déranger, là. Ils y vont. Et nous, on regarde ça, donc on est admiratif parce que c'est un animal évidemment extraordinaire entre les extraordinaires, mais c'est surtout ce qui est le plus intriguant, oui, au sens le plus strict, c'est ça. Et ils sont donc ailleurs. Là, devant nous, avec leurs 4-5 tonnes pour les plus gros d'entre eux, ils sont complètement ailleurs. Et donc, pour revenir à l'exposition, les photographies de Sophie, la première fois que j'ai été confronté à elle, c'était lié à l'époque où je travaillais avec Éric Hazan. Ça me fait plaisir de citer son nom ici, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a compté aussi pour Sophie, puisque c'est lui qui a publié le premier livre, Beyrouth. Et j'ai tout de suite été frappé par la force de ces images, parce que des images de guerre, en plus je connaissais bien assez j'avais fréquenté des gens qui m'avaient permis de connaître ce qu'on appelle des reporters, des choses comme ça. Évidemment, jamais leurs photos ne laissent indifférent, mais là, il y avait quelque chose d'une autre nature, et qui est justement aussi, comment on pourrait dire, le fait qu'au lieu de simplement documenter les faits, on inscrit la ruine au fond. Le mot, il peut choquer, mais dans une épopée. C'est-à-dire que c'est comme les grands poèmes de l'Antiquité. Et ça m'a beaucoup touché récemment de voir que dans une exposition un petit peu rétrospective, où elle reprenait des photos anciennes qu'elle avait faites, c'était à la galerie Poggi quand elle était de l'autre côté de Beaubourg, il y a quelques années, que le texte qui accompagnait les images, c'était justement un poème qui est sur la ruine de la ville de Our, c'est ça, d'Our, et c'est un poème qui
à 3500 ans. Et on l'entendait en off. D'habitude, ça m'horripile d'entendre en off quoi que ce soit dans les musées, en off ou en live. Le pire, c'est peut-être le live avec les commentaires des voisins. Mais en général, j'ai besoin du silence. Mais là, il y avait un redoublement du sens des images et du fait de montrer de telles images dans ce récit continu, comme ça, le poème le lamento de la ruine, mais vieux de 3500 ans. Et on se rendait compte en l'écoutant, après je l'ai retrouvé, ce poème, je l'ai photocopié, etc. Finalement, ça n'a pas bougé d'un centimètre. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, ce qui se passait à cette époque-là, que ce qui se passe aujourd'hui. La littérature il y a 3500 ans étant plutôt, à mon goût, un peu plus subtile, mais bon, ça c'est voilà. Mais c'est ça qui est formidable. Donc elle s'inscrit là-dedans. C'est ce qu'elle fait, c'est l'épopée. Et même c'est dans son travail, comme on dit dans les milieux de l'art. C'est un mot qui n'est pas terrible, mais il y a comme des parenthèses ou des pauses, comme des fatigues, comme ça. Par exemple, tout l'épisode avec sa jeunesse à Vulaine, c'est comme une énorme... C'est pas en dehors, mais c'est à côté, dedans, comme quelque chose comme ça qui voudrait se calmer, etc. Or, mais qui n'est jamais détenu, jamais tenu, comme tu dis. Et justement, ce qui semble possible, c'est que les animaux, ils tiennent quelque chose comme ça. Cela dit, la photo du magot, et non pas du macaque. La photo du magot, là, il se trouve que les magots, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus en nature, mais j'ai un livre sur eux, et il y a dedans, je le cite comme ça, au passage, il y a dedans une photo très marrante de l'hiver. Des fois, ils n'ont pas assez d'eau, mais il y a beaucoup de neige dans l'Atlas, et ils mangent des esquimaux qui se confectionnent. Simplement, ils ramassent des feuilles gelées, et ils les lèchent comme ça. Il y a une très belle photo d'un magot en train de manger son esquimau. C'est des animaux absolument charmants. Parmi les singes, c'est sans doute un des plus charmants. Et ils sont justement connus pour avoir une vie familiale extrêmement tout entière fondée sur le care. Voilà. Et voilà, mais je ne sais plus où il m'emmène ailleurs, lui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais on l'a pas cité non plus, parce qu'il y a derrière, là, il y a le rhinocéros, qui est quand même un animal extraordinaire. Hein, et en plus, alors là, lui, il est pratiquement... il est plus que menacé, quoi. Et donc, en même temps qu'on dit ça, qu'on dit « Ah, mais ils tiennent », en même temps, ils sont quand même en péril. Hein, et « What the fuck ?» 2 fois, ça redouble encore. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve l'idée d'opposer leur forme de vie, comme on dit en philosophie maintenant, à la forme de vie qu'engendre ce que Benjamin appelait l'esprit destructeur, je trouve ça très fort et très simple. C'est ça qui est bien. Merci. Je ne suis pas sûre que j'abandonnerai l'espoir si facilement. mais peut-être qu'en effet, ça mériterait d'être affiné. Mais c'est parce que, en fait, si j'avais pensé à cette question d'espoir aussi, c'est à cause d'une discussion qu'on a, une discussion un peu perdue d'avance, je crois, de mon côté, parce que je me rends compte que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans cette discussion. C'était la question qu'on fait avec Anat Singh notamment, et dans laquelle j'ai essayé d'embrigader Isabelle Stenger. C'était quoi la différence entre le vivant et le non-vivant? C'est Anat Singh qui posait la question, qu'elle achoppe. Elle dit que que cette question la façon dont on l'a résolue jusqu'à présent n'était pas satisfaisante. Et elle m'a rappelé dans la discussion qu'on fait par mail que peut-être qu'une des distinctions qui serait intéressante, c'est celle d'Eduardo Cohn dans Comment pensent les forêts, qui dit que peut-être que la différence entre les vivants et les non-vivants, c'est que les vivants ont un avenir. Ont un avenir.
Mais moi, pourquoi j'achoppe, je bute un peu sur cette distinction-là, c'est parce que je me demande si c'est pas... Autant j'ai refusé des grandes généralités sur la question de la différence entre les hommes et les animaux, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours opposée violemment, parfois avec beaucoup d'irritation. Je me dis, tiens, mais pourquoi est-ce que est-ce que c'est vraiment une bonne question? Est-ce qu'on la pose bien de poser cette question entre la différence entre vivant et non vivant? Est-ce que c'est pas trop large? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres distinctions à faire avant? Et puis on est allé chercher du côté de Lynn Margulis, qui la vie, la distinction finalement, c'est qu'entre est vivant, ce qui est une membrane, ou bien une distinction que fait Isabelle Stenger, qui me semble assez intéressante. Elle disait, un cyclone, c'est sensible, mais c'est indifférent. Et les vivants, c'est sensible et c'est pas indifférent. Et là, je me dis, on a quelque chose aussi, et c'est parce que ces photos, je me disais, tiens, mais est-ce que ça fonctionnerait? Et je me suis posé cette question à propos des photos de Sophie, en me disant, tiens, mais justement, ça fonctionnait plus à propos des photos de Sophie, parce que j'avais l'impression, justement, et c'est ça, je pense, qui fait que je suis tellement touchée par ces photos, c'est que j'avais le sentiment, justement, que même des choses qui seraient considérées comme non vivantes, donc sensibles et indifférentes, je n'arrivais plus à les voir comme indifférentes. Je veux dire que ce qui leur est arrivé fait que la différence n'est plus pour moi une option de représentation possible. Ça, c'est le premier point. Donc, et donc, toutes ces traces qui montrent que les êtres matériels sont sensibles, mais resteraient indifférents, je n'arrive plus à les voir comme voilà. Alors ça, c'est aussi un contraste. Hein, c'est que ces animaux, finalement, moi, quand je travaille sur les animaux, c'est souvent... on parle beaucoup des traces à propos des animaux. Et ici, finalement, on a des animaux qui sont là. Et les traces, elles ne viennent pas des animaux. Je veux dire, ça, je repars sur ton idée. Et alors... que le palmier, par exemple, soit complètement abattu, hein, puisque c'est quand j'ai utilisé le mot abattu, la première, je vais dire la première chose que j'ai pensé à propos de ces palmiers que j'étais en train de décrire, toujours dans mon travail de description, j'ai pensé, mon Dieu, ils sont abattus, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce mot, il avait deux significations, et que moi, je les voyais comme justement non indifférents. Donc, c'est-à-dire, ils étaient abattus dans le sens où nous, on peut être abattus. Et qu'ils n'étaient pas abattus au sens qu'ils sont morts, ils ne le sont pas encore tout à fait. Il y a probablement encore un petit moment avant que ça n'arrive. Mais c'est ça, donc, je suis un peu embrouillée là, ici, mais c'était vraiment ça. De ne plus pouvoir créditer des êtres non vivants de l'indifférence qui, normalement, devrait les caractériser. Peut-être que... Voilà. Non, mais c'est difficile de ne pas s'embrouiller. Parce qu'à partir du moment où, si on fonctionne dans l'ancien système, c'est-à-dire avec des catégories bien nettes et surtout des frontières tracées une fois pour toutes, si on dit il y a les hommes et puis les autres, même d'ailleurs dans le discours actuel, souvent pro-animaux, il y a l'expression non-humain, moi je la supporte pas. Je trouve détestable. Non, il n'y a pas... pourquoi il y aurait d'un côté... Ça ferait encore qu'il y aurait cette catégorie sublime, malgré tout, des humains, puis les autres. Ben non, c'est pas du tout comme ça. Mais à partir du moment où on efface la frontière entre humain et autre qu'humain, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. À partir du moment aussi où on réfléchit sur où ça commence le vivant. Et justement, en tant qu'amateur de pierraille, et de rochers et de géologie, c'est vrai que c'est une discussion, j'ai même lu des livres assez savants sur la question, c'est vrai que c'est un décret. On décrète que les pierres, les montagnes ne sont pas vivantes. Et finalement, heureusement qu'elles le sont, parce que sinon, il n'y aurait pas eu les rivières, les reliefs, les pentes et toutes la vie qu'il y a sur Terre. Mais alors, si on peut faire mais c'est vrai qu'il y a une différence et elle est facile à faire, parce que je regardais hier des photographies de Mars qui ont été faites par les Américains, un très beau livre qu'avait publié Xavier Barral en son temps, avec les photos faites par la NASA. C'est vrai que les paysages de Mars
ils sont extrêmement beaux, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'ils ont, du fait même qu'il n'y a pas d'êtres vivants qui s'y promènent. C'est pas survolé par des oiseaux. Il y a vraisemblablement pas des chants de cigales. Et voilà. Et il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien puisqu'il y a quelque chose. Donc c'est très compliqué. Où commence le vivant, etc. Alors évidemment, il y a les solutions faciles offertes par les grands mythes religieux, etc. Mais c'est au niveau de l'appréhension qu'on a de chaque objet, chaque chose, chaque élément qu'on rencontre, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et par exemple, ce qu'on pourrait moi je pense que le critère, ce serait le sensible. Le sensible, en le distinguant complètement de la capacité que l'on aurait de percevoir. Parce que la capacité de percevoir, tout le monde sait qu'un drone est vachement plus fort que nous. Hein. Mais quelle est la différence entre le drone et le pigeon ? Elle n'est pas simplement le fait que le pigeon, c'est de la chair organique, etc., que jamais on pourra manger un civet de drone, hélas. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Et c'est quoi le sensible ? Il n'est pas là déposé, ou il n'est pas là inscrit comme capacité. C'est un rapport. C'est un rapport. Et le rapport, c'est ce qui, comment on pourrait dire, toutes les formes de vie, toutes les formes d'existence n'ont de sens que par la multiplication des étincelles de chaque produit, chaque rapport, chaque contact, etc. Et un des miracles d'ailleurs de la photographie, c'est qu'elle gobe l'étincelle du rapport. Plus ou moins bien, ça dépend des photographes en fait, mais il y a quelque chose comme ça. Donc ici où on dit c'est les animaux, le vivant et là la mort, même à la seconde, je vois que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quelque chose qui est extraordinairement vivant, c'est le contact qu'il y a eu entre la photographe et ces choses-là. Hein, et donc tout se complexifie extrêmement vite. Mais il me semble quand même que si le mot sensible il joue un rôle tellement important dans la définition, dans l'invention même de la photographie, du photographique, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que au fond, tout laisse une trace. C'est ça, l'hypersensibilité photographique. Et ce qu'il en est pour un oiseau, etc., à mon avis, c'est du même ordre. C'est des photographes qui n'ont pas le temps de prendre des photos, quoi, en gros. Les rapaces diurnes, par exemple. Et j'avais beaucoup essayé de comprendre un peu comment ça pouvait marcher. C'est mieux parce qu'il y a il m'attire, il y a un petit truc poilu, là, c'est charmant, mais il faut le tourner de l'autre côté. Et comment ça marche pour un faucon, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas enlever de ça, tant pis, hein, je m'en vais, je brode, mais on peut pas enlever de sa vie le plaisir de voler. C'est ça qui le conduit. Et c'est quoi le plaisir de voler ? Mais c'est faire exister jusqu'à l'usure, jusqu'à presque à sa possibilité infinie, le rapport que l'on a ou que l'on est au monde, d'une certaine façon. À la fin, d'ailleurs, c'est connu, un faucon en pleine forme, etc., dans un paysage pas trop perturbé par l'homme, il tue énormément d'animaux, mais c'est juste pour le plaisir, il les mange pas. Il les laisse aux autres qui vont aller finir les trucs. C'est juste un rapport à l'espace. Une invention dans l'espace. Il est ça, le faucon. Donc là, c'est peut-être en effet la vie, même une vie telle que nous, on ne la connaît pas. Telle que on n'est pas à la hauteur, si je puis dire. Mais il me semble que les animaux devraient nous dicter. C'est pour ça que j'avais écrit un texte qui s'appelait « Les animaux sont nos maîtres silencieux », je sais pas, un truc un peu comme ça. Conjugue les verbes en silence.
Et ils conjuguent les verbes en silence. Oui, parce que tout le monde, le grand truc, c'est ils n'ont pas de langage, etc. Et il y avait Herder, le philosophe allemand, il a eu cette idée assez folle que le langage n'a pas commencé par les noms au bout du doigt, qu'il y a 30 ou 45 000 ans, ou 50 ou 70 000 ans, il y a des gars ou des filles dans les cavernes, ils montraient un truc, puis ils faisaient eux, et puis ça y est, ça devenait un nom. Il dit, c'est pas comme ça, ça a sûrement commencé par des verbes. Personne ne le sait, personne ne le saura, mais c'est magnifique comme idée. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par dire coquille, oiseau, on dit d'abord nager, voler, naître, mourir. La vie, la vie change complètement à ce moment-là. Et on voit que, alors ce que j'ai proposé, c'est que les animaux vivent dans ce régime verbal, sans verbe, sans nom, mais qui sont dans l'infinitif. Ils vivent dans l'infinitif. Et nous, on est condamnés par notre raison à vivre dans la conjugaison. Et si la conjugaison se souvenait qu'elle vient d'un infinitif, ce serait pas mal. Je repensais à ce que tu disais, la différence entre un drone et un oiseau. Je pense que c'est vraiment intéressant de distinguer la sensibilité de la capacité de percevoir. Un drone perçoit, mais on ne peut pas appeler ça de la sensibilité. Voilà, c'est une perception. Et là, je mettrais peut-être un petit quelque chose, parce que là, je reviens aux photos de Sophie. Un oiseau, en fait, et c'est peut-être ça une caractéristique aussi, mais comme ça approximative des vivants, il y a quelque chose qui leur importe. Je veux dire, il y a quelque chose qui importe. Je veux dire, si un oiseau comme un faucon peut prendre du bonheur à voler, à simplement explorer aussi des qualités de l'air, ou quand tu vois certains oiseaux, là tu sais, quand il y a du vent, un vent terrible, et qui cherchent les portes d'entrée dans le vent, c'est absolument incroyable. Le rapport à l'invisible est absolument fabuleux. Je veux dire, voir un oiseau qui entre dans un mur de vent et qui cherche la porte, c'est extraordinaire. On sent qu'il y a une espèce de jouissance à ça chez l'oiseau. Enfin, pas une jouissance, je sais pas si le mot jouissance, peut-être pas le bon mot, mais on sent en effet qu'il y a quelque chose là qui est à faire. Voilà, qui est à faire. Et je me disais, c'est intéressant parce que je reviens aux photos de Sophie et je me dis, tiens, ce quelque chose qui importe, c'est aussi que peut-être qu'il ferait. Alors, je sais pas, puisque je dis, moi, je parle en étant très embrouillée et en explorant des choses, et souvent en faisant des propositions, parce qu'avec Sophie, c'est comme ça que aussi je travaillais, je lui faisais des propositions par des bouts de texte, puis elle coupait. Ou parfois même elle reformulait. J'avais jamais accepté ça de personne, mais si, voilà. Elle pouvait le faire. J'ai laissé faire en me disant, ben, elle sait. Et c'est peut-être que c'est ça où, moi, il y a des tas de photographies de gens qui prennent des photos, etc. Je regarde, bah, oui, c'est beau, ouais, le cadre est bien fait, etc. Et ici, les sentiments qui venaient pour moi, c'est ici, il y a quelque chose qui importe. Et son what the fuck, je pense qu'il dit ça aussi. C'est comment je fais avec quelque chose qui importe et sur lequel je m'épuise à force que ça importe. Et que ça ne change peut-être pas grand, et qu'on n'arrive pas à bouger de façon à ce que ça importe de manière plus qu'il y ait un efficace du fait que ça importe. Je sais pas si on l'embête un peu, ou bien est-ce que tu veux on l'embête un peu, on l'embête. Tu veux pas? Je sais pas quoi répondre. Tu réponds n'importe quoi, comme moi je fais. Il y a qui s'y retrouve ici. What the fuck. Non, franchement, je vous écoute, j'admire les circonvolutions de vos pensées et je retrouve évidemment certaines choses de ce que j'ai voulu dire et voilà, je suis très heureuse. Est-ce que tu veux qu'on non, peut-être encore, oui. Encore un petit peu, peut-être je vais dire ça. Je pensais le dire, puis j'osais pas, puis je vais le dire quand même. En fait, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai que j'ai écrit quelque chose sur Beyrouth, mais ça n'a pas été publié parce que Sophie n'a pas voulu. Et il y a que deux artistes qui m'ont fait le coup. Il y a Sophie Ristel-Hubert et un garçon que je regrette beaucoup, un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Bertrand. Je lui avais fait un texte, il m'a dit non.
et plus sec que Sophie. Sophie, c'était voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que comme écrivain, je sais pas, ça s'est arrangé de telle manière. Peut-être que j'étais jeune aussi, mais j'étais pas vexé. C'était autre chose. Blessé peut-être un petit peu, mais pas vraiment non plus. En tout cas, ça m'a énormément appris parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi, dans les deux cas, pourquoi ils n'avaient pas trouvé que c'était nécessaire de rendre public ces propos. Et en ce qui concerne Sophie Beyrout, c'est assez. Il y a quelque chose qui est facile à comprendre. C'est qu'en fait, et là c'est quand même le critère, la notion de l'expérience. Je n'avais pas l'expérience de ces ruines. Et c'était sans doute très clair. Je ne m'en rendais pas compte dans ce que j'avais écrit, mais ça devait transparaître. Et là, c'est devenu pour moi une loi, d'une certaine manière, que si on me demande d'écrire sur quelque chose, je n'accepte que si j'y vais, d'une certaine façon. Et ça ne veut pas dire que ça aurait été formidable ou intéressant ou que j'aurais vécu quelque chose, mais du moins, sans l'avoir vécu, il y avait une espèce de côté amateur, au fond, une côté dilettante, là, pour de vrai. Et sans doute que ça devait, à mon insu, transparaître. Et voilà. Et donc ça, c'était très, très, très important. Et plus tard, dans des circonstances beaucoup moins disons, d'intensité historique beaucoup plus faible que Beyrouth en ruine, etc., j'ai accompagné, parce qu'il y a des photographes qui veulent bien le faire, d'autres qui ne veulent pas, accompagner un photographe sur le lieu de son travail, lui faisant son boulot, moi le mien, etc., et où c'était la même chose en Afrique avec Gilles Ayot, qui ne photographiait pas, mais qui faisait des croquis pendant que moi je prenais des notes. Et là, quand on travaille ensemble et séparément, parce qu'ensemble, complètement, j'y crois pas, mais ensemble et séparément, forcément, on est quand même dans la même nasse, d'une certaine manière. Et d'une certaine façon, ça m'a interrogé encore plus, parce que quoi qu'on écrive, par exemple, j'ai beaucoup écrit sur la peinture, un peu moins maintenant, mais ça revient. Et c'est vrai que si j'écris un texte sur, je sais pas, un tableau de Géricault, de Goya, etc., en même temps, je suis pas dans la nasse. Et donc toujours la densité de l'image, la façon dont ce qui dans l'image, quelle que soit la forme de l'image, condense, concentre, excite d'une certaine manière le point indiciel où le monde a été touché, eh bien, c'est vrai que c'est tout un abîme, d'une certaine manière, par l'écriture, de vouloir le retrouver. Pas à cause du langage qui serait un faiblard, pas du tout, pas parce que je serais un crétin, mais parce que c'est ailleurs, c'est d'un autre ordre. Il faut donc ramener à soi. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'une certaine manière, ou encore plus compliqué, mais plus fondé d'une certaine manière, si il y a un partage quand même de l'expérience, pas comme telle, mais s'il y a une pénétration relativement intime du champ indiciel d'où l'image est venue et d'où le regard a surgi. Voilà. Donc, c'est vrai que je te remercie beaucoup, Sophie. Non, c'est pas une blague, je blague pas. Ça m'a appris énormément. Voilà. En plus, tu as été remplacé par Lucrèce. Ouais. Et un texte sur les tremblements de terre. Donc... Un vieux copain. Juste une remarque en passant, mais c'est juste parce que d'un seul coup, la phrase que tu as citée tout à l'heure, mais je sais pas quoi en faire, mais je trouve qu'elle est tellement juste. En fait, tu as dit en parlant donc en me disant il faudra peut-être revoir la notion d'espoir pour les animaux, parce que est-ce qu'on est dans le même temps? On sait qu'on est dans le même lieu, est-ce qu'on est dans le même temps? Et je me dis, mais est-ce que ces photos, est-ce que c'est pas ça aussi
la question. Je vais dire elles ont beau avoir été faites il y a des années d'ici. Tu nous les mets dans le même temps. Je veux dire, c'est pour ça que d'une certaine manière, ouais, c'est ça. Tu nous les mets dans le même. Comment est-ce qu'on dirait? Tu nous les accordes. C'est peut-être ça aussi qui fait que. Alors, j'y vais peut-être un peu trop vite ici. J'y vais certainement trop vite, mais le fait que tu ne les aies pas accrochés, c'est quelque chose aussi. D'une certaine manière, ça veut dire que tu ne les fixes pas. Et en fait, elles sont pas fixées dans le temps. C'est la tragédie. Ça parle pas du passé. Et donc, elles sont dans le même temps, celles-là. On n'est pas dans le même espace, mais on est dans le même temps. C'est un regard de pitié ou bien un petit sourire gentil? Oh non, mais il me fait peur encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. En fait, j'étais un peu parti ailleurs. Pas dans un autre temps, mais j'ai essayé de réfléchir. Donc, je t'ai pas bien écouté. Là. C'était ça, mon regard. C'était pas autre chose. Voilà. Est-ce qu'on voudrait passer la parole? Oui, peut-être. Si on me pose des questions sur mon travail, je veux bien répondre, mais je ne peux pas m'aligner sur votre niveau de pensée. Oh là là. Les oiseaux, là. Comment tu sais que c'est un magot, tout le monde fait? Parce que ça, je voudrais comme le savoir. Ben, à sa tête. Tu reconnais les magots des macaques, toi? Ah oui. Bon, tu viendras me montrer ça. Il y a beaucoup de... Non, c'est intéressant d'ailleurs que ça vient sur place, ça vient assez vite. Quand on est arrivé au Kenya, là, les antilopes, on dit mais comment je vais faire? Et puis finalement, ça vient très vite, au bout de quelques jours, les gazelles de Thomson, les topis, tout ça. Chacun a son allure, et après, il faudrait passer des années et des années pour après distinguer les individus, etc., comme eux le font entre eux. C'est-à-dire, nous, on voit des... Après, il y a des... Là, c'est pareil, il y a des taux de complexité, parce que des magots, ils vont être une quinzaine dans les arbres à tel ou tel coin. Mais après, si on tombe sur des harengs, ils sont 4-5 millions minimum. Mais en même temps, chaque hareng est lui-même. Et c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui refusent de penser ça. Ou de penser à ça, ou de penser ça. C'est-à-dire, et la vieille pensée originaire de la philosophie sur l'un et le multiple, les animaux ils ramonnent la cheminée du sens tous les jours, parce que c'est extraordinaire de voir. Et bon, il y a les fameux pour les oiseaux. Maintenant, tout le monde en parle. C'est devenu fameux ce qu'on appelle les murmurations. Donc, ils sont ces vols des tourneaux. Vous avez tous vu ça, comme ça. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que j'étais tombé presque en extase en lisant des propos. Il y a des mathématiciens qui ont fait, évidemment, se sont amusés à construire des modèles. Ça marche pas. Ils sont lambins, les modèles. Ils savent pas, ils n'y arrivent pas comme les oiseaux y arrivent. Et il y a des gens qui ont observé ça très finement. Ils ont dit, ça ne peut marcher que parce qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un oiseau qui explique aux autres, vous allez faire ça aujourd'hui. Et donc, d'un certain point de vue, si beau que soit telle ou telle chorégraphie, etc., forcément, il y a quelqu'un qui a décidé, toi tu vas par là, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et ça ne peut pas avoir le côté extraordinairement magique, il n'y a pas d'autre mot, d'une forme intégralement, et là j'assume le mot même par rapport à Philippe Descola, d'une forme intégralement naturelle. C'est-à-dire que on sait que chaque oiseau dans la murmuration, c'est quand même ils sont des milliers, il se positionne uniquement par ceux qui l'entourent. Et comment? Mais bon, forcément, il y a un déclenchement quelque part. Ça reste extrêmement mystérieux, mais c'est assez extraordinaire. Alors, on pourrait extrapoler une leçon politique. La chorégraphie suprême ne peut être obtenue qu'en l'absence de tout leader. Voilà. Des choses comme ça. Mais en tout cas, sans tomber dans des
des axiomatiques presque démagogiques comme ça, mais c'est vrai que le côté extraordinairement inspirant de ce que les animaux fabriquent avec les formes, avec eux-mêmes, avec leur corps, avec la vie, c'est infini. Et c'est pour ça, what the fuck, quand on pense que cette espèce de bipède imbécile s'offre le luxe de peut-être détruire tout ça, quoi. Il y a de quoi devenir dingo. Hein. Voilà. Jérôme nous écoute toujours ou... Je vois. Peut-être qu'il y a des questions on peut prendre un peu de temps, hein, mais la première est toujours la plus difficile. Bien. C'est lui qui va conclure. On l'a perdu. C'est marrant, ça, c'est pas fréquent. Les micros. Mais non, j'ai jamais vu ça non plus. C'est rigolo, hein. C'est un animal. C'est pour le vent. C'est pour le vent. Il n'y en a pas beaucoup par ici. Le vent, je pense que le vent de notre souffle. Ah, c'est ça. On a perdu Jérôme. Vous voulez... Il y a une question là-bas? Oui, ben voilà. Une question sur le choix de cette série d'images sur lesquelles vous vous arrêtez. Cette série d'images, Sophie Ristel-Hubert a choisi de les montrer en noir et blanc. Et dans le choix, dans son travail, entre les photographies qui sont en noir et blanc et celles qui sont en couleur, il y a, je pense, des régimes tellement distincts. Je me demandais si cette question du noir et blanc dans le rapport à la vision que nous avons sur les animaux, sur l'animal, si le noir et blanc avait un trait pour vous, malgré ce que vous disiez du peu de soucis formalistes que vous avez dans le regard, Vinciane Després, sur les images, si cette qualité du noir et blanc avait quelque chose à voir dans la lecture que vous faites de ces images. Le noir et blanc ne se justifie, ce sont des œuvres de jeunesse, et entre autres, par exemple, les singes et le petit aiglon, c'était au cours d'un reportage pour Libération dans les séries d'été que j'avais fait avec Jean Rollin. Et que ces photos n'ont pas été publiées, mais c'était dans ce cadre-là que j'ai rencontré ces animaux. Et à l'époque, j'étais dans les années 80, j'étais en noir et blanc jusqu'au moment où j'ai fait Vulaine en 1989 en couleur et à la chambre. Donc ça vient un peu dans mon cursus. Mais c'est vrai aussi que le noir et blanc permet à la fois un côté plus abstrait, plus sérieux, moins anecdotique. Et par exemple, l'Esquimau léché par les magots, là, en couleur, je pense que ça prendrait une toute autre tonalité. Alors qu'il y a une dramatisation du noir et blanc qui là, me convient, me sert. Mais c'est des animaux qui ont été mes compagnons de route depuis des décennies. Et je savais qu'un jour, ils apparaîtraient dans mon travail et dans une exposition. Et ça a été pour What the Fuck. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que associé à la photographie toujours, il y a le côté immédiat. Où est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que c'est il y a 6 mois, il y a 1 an? Il faut toujours être sur le pont avec des nouvelles choses. Alors que moi, personnellement, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et ces animaux, ils ont mis 30 ans à arriver jusqu'à une simèse, mais ils ont vraiment bien trouvé leur place. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et par contre, tout le reste, c'est une traversée de mon travail. Évidemment, c'est pas du tout. Quelqu'un m'a dit, vous faites une rétrospective chez Jérôme Poggi. Alors non, franchement, c'est pas une rétrospective, mais les travaux que j'ai sortis des caisses sont tout à fait emblématiques de ce que j'ai pu faire dans les 40 dernières années. Ils ne sont pas tous d'ailleurs des territoires de guerre. Les 2 pattes qui dépassent là, c'est Versailles, un travail que j'avais fait dans la tuyauterie de Versailles, qui est aussi effectivement un travail très underground et un peu saturé de voilà, il y a pas de, on est sous terre et c'est un peu asphyxiant, mais
aussi m'avait fait penser à des animaux, avec beaucoup de pattes, mais des animaux quand même. Ils sont animaux. Il y a peut-être quelque chose, moi, parce que je pense que votre question concerne aussi l'effet que ça a eu sur ma lecture. Enfin, j'ai cru comprendre ça. Je pense que j'aurais pas perçu la solitude si ça n'avait pas été en noir et blanc. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que ça aurait plus fait photo de vacances ou photo de National Geographic ou photo de ceci. Alors qu'ici, le noir et blanc, pour moi, fait irrémédiablement penser au portrait. Je veux dire, on est dans l'ordre du portrait. Et le portrait, ben voilà. Donc la solitude, à la fois, se justifie dans l'ordre du portrait, mais ils ont l'air vraiment tellement seuls. Parce que d'habitude, on fait les portraits d'animaux, c'est quand même plus rare, je veux dire, c'est toujours dans des circonstances. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, je repense à une discussion que j'ai eue avec Jean Deloisy la semaine dernière, que je l'ai rencontré la semaine dernière pour la première fois. Et il m'a fait le plaisir de discuter un peu, parce que je voulais lui poser 2-3 questions sur autre chose. Et je venais de lire un article de Souriau, d'Étienne Souriau, le philosophe de l'art, sur lequel j'étais tombée complètement par hasard, simplement en tapant sur Internet est-ce que Souriau a parlé de Manet? Voilà, je voulais savoir est-ce que Souriau a prononcé dans ses écrits le nom de Manet. Et donc, en effet, il l'a fait une fois, enfin, une fois qu'il a été repéré par le truc. Souriau a écrit un article absolument mais fabuleux, parce que c'est d'une drôlerie. Enfin, c'est Souriau, quoi. Je suis pas sûr qu'il veut être drôle, mais moi je trouve ça très drôle. Il y a un effet d'humour sur le fait qu'il ait écrit un article dans le début des années 60 sur l'artiste est-il irremplaçable. L'artiste est-il irremplaçable? Et c'est le titre de son article qui fait 3-4 pages. Et en fait, il anticipe l'avenue de l'intelligence artificielle. Et donc, il se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle pourra, donc on est au début des années 60, remplacer les artistes? Qui fait d'ailleurs l'objet de nouvelles de chez J.G. Ballard, qui est absolument extraordinaire. C'est une poétesse veut obliger les poètes à reprendre leur vraie plume et ne plus faire des poésies avec de l'intelligence artificielle. Toujours est-il que la discussion avec Jean Deloisy était posée par Souriau, qui était le fait que certains artistes anticipaient d'une certaine manière ce qui est à venir. Et que donc, plutôt que de prendre la théorie un peu classique de dire l'artiste est un témoin de son temps, c'était plutôt, chez Souriau, l'artiste est un pressenteur de ce qui est des possibles qui sont en train d'advenir. Et donc, je demandais à Jean Deloisy, bon, et Souriau disait en fait que l'artiste est pris dans le paradoxe entre les deux. Mais je ne suis pas encore sûre d'avoir tout à fait compris l'article, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus, parce que c'est vraiment assez... Il n'y a que 4 pages, mais c'est du costaud. Et je parlais à Jean Deloisy de cette hypothèse, et il m'a rappelé, ce que j'ignorais, enfin, il a été très poli de me dire, je te rappelle que certains artistes ne sortent leurs œuvres, et il m'a cité quelques cas, Picasso, etc., parfois que 10 à 15 ans après, que ça reste dans un tiroir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, ces animaux, c'est pas du tout une rétrospective, ils doivent venir maintenant. Et ils doivent y venir parce que c'est maintenant que le temps de ce qu'ils ont à dire voilà. Et ce qu'ils auraient eu à dire il y a 20 ans d'ici, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, et peut-être que c'était pas aussi important. Je reparle de la notion d'importance en photographie. Il est possible que s'il y a 20 ans d'ici, ces animaux étaient venus, ils n'auraient pas importé, et on n'aurait pas le sentiment d'importance que tu as eu à les photographier. C'est purement intuitif, mais voilà. Voilà une réponse que je pourrais donner spontanément et intuitivement. Non, je veux pas. Peut-être c'est pas la peine d'éterniser. Pour le noir et blanc, il y a autre chose, c'est-à-dire que c'est extraordinairement difficile de photographier les animaux en couleur. Et c'est en peinture, d'ailleurs, on m'était interrogé quand j'avais travaillé avec Chilayo et en écrivant sur lui, parce que pourquoi il n'est pas un peintre animalier? La peinture animalière, c'est un genre assez rentable d'ailleurs de peinture. Des gens qui croient être des peintres comme ça dessinent très bien des animaux dans la savane, n'importe où. Et c'est un genre très, très, très populaire. Hein. Et l'image de l'animal, elle est extrêmement populaire. Des cerfs dans la forêt sur le calendrier des postes, à telle ou telle photo super sophistiquée dans les revues genre Géo ou des choses comme ça.
Et pourquoi ça ne produit aucune espèce d'émotion? Pourquoi l'animal, il est absent de son image? C'est ça. Et disons, sur la capacité que les hommes et les photographes ont d'imager, la capacité d'imagement, elle est en but toujours à quelque chose qui dit non, d'une certaine manière, non. Et rien ne dit plus non qu'un animal. Je pouvais y aller avec... alors, des fois, par mégarde, peut-être par mégarde, du genre avec un portable, etc., on voit un rat, paf, on le photographie. Peut-être que la photo va être bien, mais déjà, il faut... Les animaux, contrairement aux humains, on ne peut pas leur demander de poser trop longtemps, etc. Donc, et même si vous regardez en peinture, comme ça, combien il y a d'éléphants qui tiennent en peinture? Très très peu. Après, il y a des choses anecdotiques charmantes, puisqu'il y a un rhinocéros ici, il y a le célèbre rhinocéros de Longhi à Venise, qui est dans un salon, etc. Donc forcément, ça produit quelque chose mais il n'est pas là vraiment non plus, lui. Et donc c'est extraordinairement difficile. Et réellement, par exemple, dans l'histoire de la peinture, on connaît très peu, hein, très très peu. Il y a une lionne de Géricault, d'ailleurs, qui est au Louvre, qui montre jamais, et quelques personnes comme ça. Je dis toujours personnes, c'est des personnes. Mais dans l'ensemble, c'est pas beaucoup. Delacroix, il n'a jamais peint un tigre de sa vie. C'est compliqué. Voilà. En fait, on les peint souvent morts. Alors, hein, tu vois, les natures mortes, etc., le nombre de lapins, de lièvres, de faisans, etc. Des fois, c'est vrai, au musée de la chasse, là, il y a un lièvre mort de Chardin, et il est formidable, parce qu'il est vraiment là comme un lièvre mort. Mais bon, je ne dis pas que c'est plus facile. Merci. Moi, ce que je voudrais témoigner, c'est ce qui m'impressionne beaucoup dans toutes vos approches photographiques, animales ou minérales ou architecturales, puisque Beyrouth, c'est aussi de l'architecture percée. C'est le lien entre toutes ces images. Alors, depuis qu'on est positionné ici, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe, c'est que les lumières font des lignes qui se projettent, par exemple, dans ces 3 photos. C'est pas pour rien. Ça fait une ligne qui va donc de ces fameuses canalisations jusqu'à ce palmier effondré. Et chez vous, ce qui est très important, je pense, c'est toutes ces lignes qui unissent les photos entre elles. Sans arrêt, il est question d'essor et d'effondrement. Sans arrêt, les lignes de force parlent, comme ces 3 photos-là qui sont prises l'une dans l'autre dans un espèce de système à la fois d'architecture et de force naturelle. On a vraiment l'impression aussi, cet aiglon, il vient de se dresser et puis il va s'envoler. Donc en fait, on a l'impression aussi que ce rhinocéros, dialogue entre sa carapace et le minéral qui fait carapace. Donc, la question de l'érosion, des forces qui s'érodent et la question de l'essor sont sans arrêt en dialogue chez vous dans toutes vos images. Tout à l'heure, vous posiez la question du temps, dans quel temps on est. Et je crois que ce qui est très fort, en tout cas chez vous, c'est ces temporalités qui sont sans arrêt en relation entre l'essor et l'effondrement, et donc une lutte qui est vraiment intime et qui fait que chaque image ne peut pas se voir toute seule. Même là, on en met 3. Bon, il y a une ligne qui se met entre ces 2 images, mais finalement, toutes les images dialoguent dans ces 2 configurations, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez volontairement mis dans vos images. Voilà, c'est une question. Est-ce que la question aussi, c'est comment, quand j'ai décidé de les empiler un peu les unes sur les autres, comment j'ai procédé? Alors, il y a une part, toute petite part de hasard, mais
En amont, j'avais évidemment choisi des travaux. Donc les caisses sont arrivées ici. Tout ça est encombrant, c'est lourd. Donc par moments, j'ai trouvé immédiatement des juxtapositions qui fonctionnaient, puis d'autres fois pas du tout. Mais effectivement, après, quand on est là statique devant ça, on a une lecture. Enfin, on parle de ruines et de travaux sur la guerre ou post-guerre, etc. Ce que nous avons devant nous, c'est à gauche, c'est un sous-sol de Versailles. Au milieu, c'est une photographie de la Datar que j'ai complètement retravaillée à l'acrylique et un peu réinventée. Le petit château, là, n'existe pas. C'était un peu une fantaisie personnelle. Et à droite, c'est ce qu'on appelle le pont Allenby, c'est-à-dire la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie, enfin plutôt Israël d'ailleurs. C'est une photo que j'ai faite en 2003 et vraiment à l'arraché parce que tout était avec l'armée, etc. Mais c'était incroyable. Il y a toute une série de palmiers qui sont recourbés derrière le grillage, comme s'ils disaient bon, ok, c'est la frontière. Et c'est là aussi, elle a mis quelques années à ressurgir sur un mur. Ils sont effondrés aussi. Oui. Effondrés, mais enfin, ils résistent. Pour moi, je voulais revenir au mot d'espoir de Vinciane. C'est un mot énorme, donc on n'ose même pas le prononcer. Mais voilà, je ne suis pas totalement abattue, moi. Malgré ce que je montre. Peut-être justement parce que je peux le montrer. Et que... Pourquoi moi? Oh, justement. Mais je ne sais pas très bien comment clôturer. Je veux dire, ça ne se clôture pas. Allez voir, regardez. Voilà. Faites ce que je suis en train d'apprendre à faire. Allez voir. Oui, c'est bon comme clôture. Et merci, Sophie.